a de la place. En Ororota, donc c'est fréquenté le dimanche matin. C'est un lieu que les Guyanais adorent. Nous-mêmes, on en est la preuve, on est là. Bon. La prochaine fois, on va venir avec un sac poubelle, on va repartir avec tout ça. Finalement, quand on se balade ici, il faut toujours avoir un petit sac poubelle pour ramasser les déchets des autres. Je sais que tout le monde ne partage pas cet avis, mais moi j'aime les enfants. Je fais des dessins animés, donc forcément j'aime les enfants. Pour faire une intervention auprès d'enfants, qui plus est, qui moins. Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane. Aujourd'hui, on est dans un endroit que vous allez peut-être reconnaître, mais qu'on va explorer d'une façon différente. Aujourd'hui, vous le savez, c'est votre moment où on est en extérieur, on souffle, on découvre la Guyane à travers une histoire, une voix et un visage. Aujourd'hui, on va découvrir Yuna, qui a un profil assez atypique, qu'on va découvrir tout de suite, elle fait plein de choses. Donc, vous savez quoi? Elle va mieux en parler que moi, donc on va la découvrir tout de suite. Bonjour Yuna, ça va? Bonjour, ça va et toi? Ça va, merci d'avoir accepté mon invitation dans l'émission. Avec plaisir. Voilà, c'est une amie qui m'a recommandé, qui m'a dit « Elle, son profil est intéressant, va l'interviewer ». J'ai dit « D'accord ». Et toi, tu m'as dit « Ok, on y va ». Et puis après, je t'ai dit « Ouais, mais est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de toi ?» Et là, tu m'as sorti un audio. Et là, je me suis dit « Waouh, ok, oui, il y avait vraiment matière à discuter ». Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Donc, je m'appelle Yunae. Je suis originaire de Guyane. Je suis actuellement storyboardeuse dans le cinéma d'animation. Donc je fais des séries pour enfants en général. Et je suis rentrée en Guyane il y a 2 ans. Et depuis que je suis rentrée, j'ai aussi créé mon entreprise pour pouvoir vendre mes illustrations et faire connaître un peu mon art, participer un peu à la vie locale, quoi. Ok. Voilà. Est-ce que tu pourras m'envoyer 2-3 exemples, comme ça on va mettre dans l'émission tout ce que tu es capable de faire. Et encore, ce sera un extrait. Donc on peut faire appel à toi si on veut animer, illustrer quelque chose, c'est ça? Oui, alors avec mon entreprise, l'idée c'était de pouvoir partager mes illustrations sur différents supports. Donc l'année dernière, j'ai fait un premier test en vendant des t-shirts avec mes illustrations dessus. Ouais, j'ai vu. Et mais je peux être aussi disponible pour certains clients, pour pouvoir faire des projets, les accompagner sur des projets spécifiques. Par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir accompagner l'entreprise Gazaldis pour créer leur mascotte. Donc la mascotte que vous voyez, qui s'appelle Alice, ça a été une création de ma part qu'ils utilisent aujourd'hui, voilà, avec des jeux concours. J'ai vu qu'ils ont fait des déclinaisons, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît aussi de faire, de pouvoir accompagner des entreprises locales. Ok. Des projets comme ça. Tu vois, c'est génial de découvrir que c'est possible de travailler en local avec des Guyanais. Je pense que c'est aussi très important. Et pour arriver jusque-là, en Ororota, donc c'est fréquenté le dimanche matin. C'est un lieu que les Guyanais adorent. Nous-mêmes, on en est la preuve, on est là. Pour arriver donc aujourd'hui où tu en es, c'est quoi le parcours, ton parcours que tu as fait, les études, comment on fait pour... J'ai le savoir passer. Oui, vas-y. On va laisser les véhicules passer. La moto aussi. Alors, eh bien, j'ai fait un bac ES à l'époque. À 18 ans, j'ai eu mon bac. Je suis partie tout de suite après. J'avais pas pu intégrer à l'époque l'école que je souhaitais, qui était une école privée. Mon dossier était dans les cartons sur les containers, donc mon dossier d'entrée, j'ai pas pu le présenter. Donc, j'ai dû retarder cette envie d'1 an. J'avais fait 1 an à la fac d'art appliqué de Aix-en-Provence. Ça m'a pas beaucoup plu, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Donc du coup, l'année suivante, je suis partie à Bordeaux et j'ai commencé un master
qui a fini en master de cinéma d'animation parce qu'au début, cette école propose 2 branches différentes. Une branche plus graphisme et publicité et la deuxième, cinéma d'animation. Donc quand on arrive, c'est plutôt général. Donc je ne savais pas trop quoi faire, etc. Et puis quand il a fallu décider, c'est un ami qui m'a dit « Mais Yuné, le cinéma d'animation, c'est ce genre de métier, tu vas trouver ça et ça. » Et donc du coup, j'ai fait « Let's go, je me lance ». Sachant que j'ai toujours aimé dessiner depuis petite. Et assez tôt, je pense vers 13-14 ans, on m'avait demandé tu veux faire quoi? J'avais dit infographiste, mais sans trop savoir ce que ça impliquait, ce que ça représentait. Donc voilà, je suis finalement restée sur ma ligne d'envie depuis le début. Et du coup, un master en cinéma d'animation. J'ai commencé direct après le master dans le métier, mais pas sur mon poste de storyboardeuse. J'ai d'abord fait ce qu'on appelle de la modélisation 3D, donc de personnages et j'ai les mots qui viennent en anglais parce que c'est comme ça qu'on parle, c'est les objets, les props, les objets, voilà. Et puis ensuite, je suis passée sur un autre poste où en fait, je devais un peu superviser tous les plans d'une scène pour pouvoir mettre les lumières, les décors, etc. Et tous ces postes-là, finalement, ils sont plutôt en fin de chaîne. Et ça me plaisait plus, j'avais besoin de retrouver un côté un peu créatif. Et c'est pour ça que je suis repassée au storyboard. Sachant que je n'ai pas été formée au storyboard dans mon école, c'était quelque chose qu'on voyait un peu à la va-vite. Et je me suis auto-formée avec des amis qui étaient déjà dans le métier, qui m'ont aidée. Et puis au bout d'1 an, je suis passée assistante storyboardeuse. C'est un poste sur lequel il faut rester minimum 2 ans en général, 1 à 2 ans. Et moi, je leur ai dit négatif. Au bout de 6 mois, vous me mettez storyboardeuse. Et j'ai bossé dur pour y arriver. Ça a été très, très dur. Mais voilà, je suis storyboardeuse maintenant. Ça fait depuis le Covid. Ok. Voilà. Tu vois, ça fait déjà 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis storyboardeuse et ça fait 10 ans que je suis dans le métier de l'animation. Mais tu vois, et tu sais, quand tu me parles dans ton parcours, il y a beaucoup, ce que je relève en tout cas, c'est un manque d'informations. Tu vois, tu savais pas trop, tu as dû le faire par toi-même, tu as dû tester, tu as dû t'orienter un peu grâce à des amis, etc. Ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il y a tellement de métiers possibles dans ton domaine que parfois l'information ne vient pas à nous. C'est nous, on doit aller à l'information. Exact. En plus, pour une jeune Guyanaise à 13-14 ans, dire oh, je veux être infographiste, déjà je sais pas. Mon père a fait sa carrière à l'époque à RFO. Il était caméraman. Donc j'ai été bercée un petit peu dans le milieu de l'image, etc. D'accord. On a un peu une famille d'artistes, entre la danse, la peinture, la musique, voilà, on aime cette branche-là. Et j'avais vu dans les magazines ce que c'était le mot infographiste. C'était dans un magazine que j'avais vu la première fois. Et il expliquait vaguement, et c'était à l'époque plus pour du graphisme et de la publicité. Mais je me suis dit, waouh, s'il y a un truc à faire, c'est là. Malheureusement, à l'époque, tout ce qui est conseiller d'orientation, etc., quand je disais que je voulais faire du dessin, on me disait, ah, bah, tu feras architecte, des trucs qui ne me parlaient pas du tout à l'époque. Et effectivement, j'ai dû toujours aller à la recherche et ne pas me contenter de ce qu'on me donnait. Et je pense que c'est un principe de vie aussi, de ne pas juste se contenter de ce qu'on a, mais d'être suffisamment curieux pour aller à la recherche de nouvelles informations. C'est vrai. Et continuer à se nourrir, en fait, comme ça. Voilà. Là, premier message super inspirant de Yuna. Mais non, ce que tu dis, c'est vraiment important. Et surtout en Guyane, où parfois, on se dit que c'est tellement loin, c'est tellement pas local, où tu sais, on n'a pas ça dans notre environnement proche, des métiers comme ça, les gens n'y croient pas. Il y a toujours ce côté, tu veux pas être médecin, tu veux pas être avocat, maîtresse. Moi, j'avoue que j'ai eu de la chance à ce niveau-là, puisque ma famille m'a laissé la liberté de choisir. Et pour un métier qu'ils ne comprennent pas encore aujourd'hui tout à fait, quand on leur demande bah, qu'est-ce que fait ta fille dans la vie, des dessins. C'est très vague, ça leur parle pas. C'est pas toujours un vrai métier dans leurs termes. C'est pas aussi concret que médecin ou avocat. Mais j'ai eu la chance d'être dans une famille qui m'a laissé l'opportunité de découvrir ça. Non, c'est important, l'environnement et tout. Et tu aimes les chiens? Oui, moi aussi. J'en ai un d'ailleurs. Salut. Il veut venir dans l'interview. Voilà. À chaque fois qu'on vient ici, il y a une aventure avec un chien.
Il y a une fois, un chien a fait le tour du caméraman. Plusieurs fois, il avait sa laisse. Aïe. Donc bon. Mais tu vois ce que tu dis. Donc, les dessins, est-ce que, une question de quelqu'un qui ne connaît rien, Oui, vas-y. est-ce que comme tu fais de l'animation, du storyboarding, Oui. tu sais aussi dessiner? Il Il faut avoir des bases de dessin? faut absolument avoir des bases de dessin pour Ok. pouvoir faire du storyboard. Après, le storyboard, ce qui est important, c'est pas juste de bien dessiner. Mhm. D'ailleurs, on le dit, hein, en storyboarding, il ne faut pas faire un beau board. Ce qu'on veut, c'est avoir un découpage clair, une mise en scène claire, comprendre ce que font les personnages, comment la caméra bouge, dans quel décor, etc. Donc c'est ça le plus important finalement en storyboarding. Il faut avoir une base de dessin, parce que c'est mieux, c'est même essentiel. Mais si on n'est pas très très fort dès le début, c'est pas très grave. Moi, je me suis lancée, dans ma formation, on avait fait quand même beaucoup de dessins. Mais au fur et à mesure, quand j'ai fait mes premiers boulots, c'était plus technique. J'étais sur l'ordinateur à faire des clics-clics et donc je dessinais plus vraiment. Ouais. Donc quand j'ai dû me reformer pour faire du storyboard, ça a été à moi de m'entraîner toute seule, de voir que quand j'avais des difficultés sur, par exemple, de la perspective de décor, etc., d'aller travailler ça derrière, etc. C'est comme ça que je me suis un peu auto-formée et j'ai progressé dans ce milieu-là. Et encore aujourd'hui, même si ça fait 6 ans que je fais du storyboard, des fois je sens que j'ai des difficultés sur, par exemple, les mains qui sont extrêmement difficiles à dessiner, des choses comme ça. Et donc, voilà, quand je vois que j'ai une difficulté, je vais m'arrêter le week-end, je vais bosser dessus, etc. Ou je vais aller faire du dessin. Je ne l'ai pas encore fait, j'aimerais beaucoup, mais il y a des cours de modèles vivants à l'école d'art de Guyane, à Cayenne. Ouais. Et j'ai hâte de pouvoir le tester bientôt. Donc, tu vois, je découvre. On va découvrir dans cette interview, parce que c'est vraiment des domaines que moi, je ne connais pas. Et je pense ne pas être la seule. Donc, c'est pour ça, quand on m'a proposé ton profil, j'ai dit, allez, let's go. On n'en entend pas assez parler, donc c'est important. Et tu vois, ce que tu dis, c'est que tout le temps, en fait, tu dois travailler, tu dois aller perfectionner, en fait, finalement, ce que tu fais. Voilà. Et ça part d'une envie personnelle aussi. Hein. Je pense que tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est vraiment, oui, qu'est-ce que je peux faire de mieux, comment je peux m'améliorer. Et puis, je pense que j'ai aussi envie de progresser tout le temps. Donc, c'est ce qui fait que j'ai cette mentalité-là. Et est-ce que, en dehors du coup de ton travail, tu dessines par passion? Alors, oui et non. C'est-à-dire que comme je travaille tous les jours et je dessine tous les jours, j'imagine. Le week-end, j'ai quand même envie de reposer ma main et de penser à autre chose. Et puis, c'est important aussi de s'ouvrir, de prendre l'air pour pouvoir retrouver l'inspiration. Parce que c'est quand même un métier qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie. Ça prend une place mentale importante. Et donc, voilà, j'ai besoin le week-end d'aller au Rorota, encarder, souffler, vraiment couper. Donc, il faut vraiment un laps de temps très, très long pour que j'ai envie de nouveau de dessiner juste pour le kiff. Quoi. Il faut qu'il se passe un peu au moins une semaine. Vu que c'est ton métier, parfois ça peut... il faut déconnecter. Voilà, c'est ça. Ah, ok, d'accord, je comprends totalement. On arrive au niveau de la crique. Donc c'est toi qui m'as proposé cet endroit. Oui, alors je suis désolée parce que on arrive sur une crique qui était magnifique quand je l'ai découverte parce qu'elle n'était pas encore très connue. Et aujourd'hui, elle l'est. Donc ça implique... un nouveau décor. Ouais. Voilà. On en profite à chaque fois, quand on a l'occasion dans l'émission de rappeler que la nature, c'est pas votre poubelle. Donc n'hésitez pas à repartir avec vos déchets. C'est pas tout le monde non plus qui a envie de partager votre musique. Moi, j'aime bien cette musique, mais c'est pas tout le monde. Donc il faut aussi respecter les autres. Et ce genre de comportement, c'est juste inacceptable. Donc voilà, n'hésitez pas à repartir avec vos déchets, parce que la nature, c'est pas votre poubelle. N'oubliez pas. Message approuvé par Unai. Approuvé, parce que là, franchement... Ok, bon, on va se rapprocher de l'eau. D'accord. C'est dommage, le lieu était vraiment très très beau, quoi. Écoute, c'est les réalités du territoire. Oui, La prochaine fois, on va venir avec un sac poubelle, on va repartir avec tout ça. C'est ce qu'il faut finalement, quand on se balade ici, il faut toujours avoir un petit sac poubelle pour pas ramasser le déchet des autres. Je sais que tout le monde ne partage pas cet avis, mais je me dis si personne ne fait rien, juste on se plaint et ça n'avance pas. Non, totalement. Ça ne nous empêche pas
Même si ce ne sont pas nos déchets, de les ramener. Voilà. On s'est rapproché un petit peu plus de l'eau pour vraiment être en contact avec la nature. Voilà, oui, on pourrait même mettre les pieds dedans. Dis-moi, est-ce que dans ton travail, la Guyane t'inspire un peu? Parce que tu travailles actuellement avec des studios en Hexagone. Oui, à Paris. Voilà, à Paris. Et est-ce que tu as des opportunités où tu peux intégrer des éléments ou pas encore? Alors, ça aurait pu se passer il y a 2-3 ans. J'étais sur une production où il y avait en gros c'était un peu à l'image des Caraïbéens. Ok. Et dans ce contexte, il y avait un personnage un peu très vieux et personne ne pouvait le comprendre parce qu'en fait, il parlait du patois, le patois local. Et à l'époque, comme en tant que storyboardeuse, j'ai la possibilité de pouvoir mener des idées, etc., on avait suggéré qu'il puisse parler un peu créole, finalement. Oui. Et on avait, avec mon équipe, on avait soutenu cette idée, etc., qui trouvait ça super, sauf que en fait, les grosses productions qui sont en réalité américaines, puisque c'est une série Disney+, ils avaient refusé en pensant que politiquement correct, on ne veut pas, que les gens le prennent mal, etc. Et moi, j'avais défendu l'idée en disant, bah non, justement, c'est une manière d'inclure un peu les territoires d'outre-mer. D'avoir une représentation. Voilà, et bon, malheureusement, ça n'a pas été accepté. Donc, quand on est dans des gros processus de production comme ça, avec des compagnies américaines, etc., ils ne sont pas encore très ouverts à ça. Et c'est pour ça qu'avec Yumalu, qui est le nom de mon entreprise, j'avais la liberté de m'inspirer de tout ce que je voulais et de pouvoir le communiquer et le transmettre, quoi. Donc ma première collection de t-shirts était basée sur les femmes créoles. Oui. Donc pas forcément guyanaises, mais aussi on m'avait aidé aussi sur les tenues, parce qu'on m'avait dit attention, ça c'est pas une tenue guyanaise, donc je ne vais pas dire femme guyanaise, etc. Donc j'avais un petit peu d'aide à ce niveau-là. Et voilà, donc Yumalu, c'était vraiment pour moi le fait de retrouver ma liberté dans ma créativité et de ne pas être brimée forcément par des grosses productions qui ont aussi leur charte. Donc voilà. Et du coup, ta collection de t-shirts, c'était une édition limitée, j'imagine? Oui, c'était une édition limitée. Il n'y aura pas de partie 2 pour ceux qui ont raté? Non, il n'y aura pas de partie 2 parce que j'ai envie de passer à autre chose. Je me lasse très vite aussi de ce que j'ai fait, j'ai besoin d'avancer. J'ai une dizaine de dessins en attente qui attendent d'être imprimés sur des t-shirts, etc. Sauf que ça a un coût de faire des productions en Guyane. Moi, je cherche quand même à ne pas tomber dans le dropshipping ou faire des commandes en Chine et les faire revenir ici. J'ai envie de faire participer l'économie locale ou du moins française. Donc là, je suis à la recherche de nouveaux producteurs pour des t-shirts, etc. Donc peut-être deuxième semestre de 2026, il y aura des nouvelles collections qui arrivent et avec des nouvelles idées. Pas forcément des t-shirts. Donc voilà, il faut rester connecté. Ok, voilà, vous restez connecté. Voilà. De toute façon, on vous tiendra au courant sur le compte Instagram de Visage de Guyane. On reste en contact et tu vas nous dire et on avertira les personnes qui nous suivent sur les réseaux. D'ailleurs, je prends l'opportunité pour vous remercier pour tous les retours qu'on a sur l'émission. Ça fait très plaisir de voir que vous regardez, vous m'écoutez vraiment et les invités aussi quand on parle. Voilà, ça fait un peu bizarre parce que je reçois, tu sais, il y a des gens qui sont venus vers moi qui m'ont dit « Ah, c'est ma préférée !» C'est vrai. Je dis « Bonjour madame !» Et ils me disent « Oui, je t'ai vu à la télé, t'es ma préférée, j'adore ce que tu fais et tout. » Tu sais, des mamans de 50-55 ans qui viennent vers moi et qui reconnaissent. Qui me font des gros câlins. Et moi, à chaque fois, tu sais, en plus, c'est dans des soirées ou des trucs, je suis bon, il faut garder son calme et tout. Mais tu sais, tu te dis qu'il y a vraiment des gens qui te regardent. Et voilà, donc il y a vraiment des gens qui vont te regarder. D'accord. Voilà. Et qui vont nous faire des retours. Donc on a une communauté petit à petit qui se crée. Et voilà, après, j'aimerais aussi que les gens me proposent de venir dans l'émission, tu vois, pour parler. Mais il y a ce côté un peu timide qui fait partie de notre culture. Que bon, au fur et à mesure. Voilà, au fur et à mesure. Mais c'est pour ça que j'aime bien montrer des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir à la télé comme toi. Et voilà, tu vois, c'est important la représentation justement, de voir différents. En plus, en Guyane, on a beaucoup de métissage. Donc, il faut que quand on regarde le visage de Guyane, on puisse se dire, ok, tous ces gens-là. Que les gens puissent se reconnaître aussi. Voilà, c'est ça, différents profils, différents métissages, des gens qui sont amoureux de la Guyane, des gens qui sont nés en Guyane. Bon, voilà, tout ça. Et tu sais, depuis tout à l'heure, j'ai une petite question, c'est
en fait, dans le processus de création, à quel moment tu interviens, toi? Donc, la personne a déjà le scénario, l'idée, l'histoire. Voilà. Et toi? Donc moi, je suis plutôt en début de production. Ok. Je travaille étroitement avec donc mon superviseur board, mais aussi le réalisateur de la série. D'accord. On est un peu un trio comme ça où on va s'échanger les informations, surtout en début, au brief, au moment du brief. Et on me fournit un script en fait de l'épisode. En général, pour un épisode de 10 minutes, il y a 20 jours de travail. Et pour un épisode de 20 minutes, il y a 40 jours de travail. Waouh. Voilà, c'est en fonction de la durée de l'épisode. C'est énorme, hein? Ouais, c'est beaucoup. On se rend pas compte, hein? Ah non, c'est énorme. Ouais. Et on fait un débrief donc avec le réalisateur qui me donne les intentions qu'il a pour cet épisode-là. Est-ce que c'est plutôt dramatique? Est-ce que c'est plutôt un épisode d'action, etc. En général, ils ont des petites idées sur certaines parties du script, mais après, c'est à moi de tout imaginer. Donc, un exemple que je donne souvent pour décrire mon métier, c'est que dans le script, il peut être marqué « le personnage est dans la cuisine et boit un verre d'eau ». Mais en fonction de l'émotion qu'on veut mettre, en fonction de ce qu'on a envie de raconter de manière subtile, eh bien, il y a 1000 façons de montrer comment une personne boit un verre d'eau. Et donc, c'est là que j'interviens. C'est comment je décide de montrer que ça va être plutôt, il va être plutôt triste ou il va être plutôt joyeux. Ou voilà, ça, c'est mon job. Donc ça, c'est la partie la plus fun, je trouve, à faire. Et qui est très intéressante parce qu'en fait, on apprend toujours à montrer, enfin, comment dire, il y a toujours plein de choses qui se passent dans ma tête en termes de vision, d'image, etc. Et donc, c'est comment le retranscrire sur papier et que ce soit compréhensible pour le spectateur aussi. Ça, en fait, tu dois détailler l'émotion au plus possible pour que la personne ressente. Exact. Et ça dure 2 secondes. Exactement. Et c'est des jours de travail, de réflexion et des jours pour aussi faire les dessins parce qu'au final, en moyenne, sur un épisode de 10 minutes, il y a à peu près 1600 dessins à faire. Waouh! Donc 1600 dessins à faire en 20 jours. C'est quand même énorme, sachant que c'est pas je ponds un truc et puis c'est accepté d'office. Il y a toujours des retouches à faire, il y a ce qu'on appelle le clean à faire, parce que c'est toujours très brouillon au début, et après il faut le mettre au propre. Donc c'est très intense. Très intense. Et après, donc une fois que tu as fourni du coup, les différents dessins, il y a quelqu'un qui va modéliser, c'est ça? En fait, ce que je vais fournir, on va créer ce qu'on appelle une animatique. Donc en fait, c'est la vidéo de mon storyboard. Et ça va servir de support pour tout le reste de la production, pour ceux qui vont modéliser les décors, qui vont mettre en place les personnages dans les décors, pour ceux qui vont animer les personnages dans les décors, etc. Donc c'est vraiment un peu la Bible au début et qui va servir pour la production de l'épisode, pour sa fabrication entière. D'accord. Voilà. Ça veut dire que tu as vraiment un rôle clé finalement. Oui, c'est très important. Ah ouais. En fait, beaucoup de gens ne se rendent pas compte que le storyboard est utilisé dans beaucoup de domaines. Donc, c'est dans le cinéma d'animation, mais dans le cinéma live aussi. C'est-à-dire tous les films que vous voyez au cinéma ont en partie des scènes storyboardées. Il y a aussi la publicité qui utilise, le jeu vidéo. Enfin voilà, on est présent partout. Ok. Et on pense que cette étape de storyboard est facilement sacrifiable pour une production parce que ça coûte de l'argent, etc. Sauf qu'on se rend compte qu'en fait, sans ça, eh bien, on va tourner un peu nos trucs sans se poser la question de au montage, est-ce que ça va être raccord, est-ce que ça va être compréhensible, etc. L'étape du storyboard permet de vraiment mettre à plat tout ça et d'avoir une réelle vision sur comment tourner un jeu vidéo ou une publicité ou un film, etc. Ok, c'est super complet. On voit que c'est du coup quelque chose de crucial dans le processus de création. Tout à fait, oui. Et puis on sent aussi que tu es passionnée par ce que tu fais. J'aime ce métier. J'ai un peu une relation toxique avec le storyboard, c'est que je l'adore autant que je le déteste. C'est tellement prenant des fois que j'en peux plus. Je peux avoir des tendinites à force de trop dessiner, etc. Mais c'est aussi une question d'équilibre. C'est qu'est-ce qu'on est capable de fournir à un temps record et de qualité sans s'esquinter la santé en fait. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu vois du coup le produit fini? C'est un peu comme tes bébés parce que c'est toi qui as créé leur squelette un peu finalement. Alors c'est marrant parce qu'on m'a posé la question et je regarde rarement l'épisode fini.
Mm. Pas parce que j'en ai honte ou que je veux pas le voir, que je suis pas fière. C'est juste que, en fait, pour moi, le plus gros travail a été fait. Et une fois que c'est fait, j'ai plus envie qu'on m'en parle, etc. Le seul moment où je pense que j'ai une petite fierté, c'est quand ça passe à la télé. Ouais. En général, au début ou à la fin de l'épisode, il y a toujours le nom des storyboarders. Ah, oui. Contrairement au reste de l'équipe, tout le monde n'est pas affiché. Ah ouais, okay. Mais les storyboarders sont souvent nommés. Et donc là, d'avoir son nom à la télé, ça fait quand même une petite fierté en mode assez chouette. Oui. Et du coup, tu as des séries quand... Je ne sais pas si tu peux nous dire sur quelle série tu as pu travailler, participer. Oui, je peux. Alors, la plus connue, parce qu'elle a au moins 5 saisons, c'est Angelo la débrouille. Okay. En général, les gens qui ont des enfants connaissent. Angelo la débrouille. Sur Disney+, ça a été Droners, une série que j'ai beaucoup aimée. Je pense que c'est celle sur laquelle j'ai vraiment aimé travailler. Parce qu'il y avait une super équipe aussi et que la série est très bien. Presto Manoir Magique aussi. En général, ce sont des dessins animés pour les enfants de 6 à 12 ans. Ok, d'accord. Là, je travaille sur une... je peux pas dire le nom, mais en gros, ce sont des enfants qui sont un peu vétérinaires et qui sont un peu comme des super-héros Iron Man. Et voilà. Ok, trop bien. Ils sauvent des animaux. Enfin, c'est assez cool de travailler dessus. Et il y a aussi une série Underdog. C'était une série des années 80 qu'ils ont renouvelée en 3D parce que la mode c'est la 3D, donc c'est tout en 3D. Et voilà, c'est des petites séries. Les productions ça dure 1 an en général. Donc, non mais c'est cool aussi de se dire que il y a une Guyanaise qui fait ça, qui est derrière tout ça, qui est diffusée à la télé. Enfin tu vois, c'est important aussi pour la représentation. Tu fais partie des gens qui sont les premiers dans ce qu'ils font en Guyane, tu vois. Donc, voilà, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Non. Voilà, et encore moins ceux qui veulent en parler. J'ai pas trouvé de collègues ici. Tu vois. Donc, tu fais partie de cette représentation qui est importante pour toutes les personnes qui, un jour, on regarde un dessin animé et dire « Waouh, je vais faire la même chose ». Je ne veux pas faire ce que le personnage fait, je veux dessiner, en fait, faire la même chose. Donc, tu vois, c'est pour montrer que c'est faisable. Et même au niveau local, tu vois. Et est-ce que les anciens dessins animés, tu sais, les indémodables là, qui nous manquent à tous, t'inspirent parfois dans ce que tu fais actuellement? Parfois des petites rêves? Oui, toujours. Okay. Il y a toujours une petite rêve, soit un film très connu, soit un dessin animé. Oui, quand on peut, on essaye d'en placer. Hein. Tous mes collègues, ceux avec qui j'ai été en promotion, qui sont des amis aujourd'hui, qui travaillent dans le milieu, on a tous été bercés par les dessins animés. En fait, c'est quand on a vu les dessins animés qu'on s'est dit « Ah, c'est peut-être un truc que j'ai envie de faire plus tard. » Et du coup, oui, quand on peut avoir des petites rêves, on le fait. Hein, c'est toujours intéressant. C'est drôle. Et toi, c'était quoi ton dessin animé préféré à l'époque? Mon dessin animé préféré, je pense que petite, ça a été La Petite Sirène. Ok. Et au fur et à mesure, c'est devenu Mulan. Parce que Mulan, j'aimais son caractère combattant, qui ne se laisse pas faire, un peu féministe. Ouais, c'est vrai. J'aimais bien cet aspect-là. Mais j'aime beaucoup les dessins animés en 2D. J'ai un vrai coup de cœur sur les dessins animés en 2D. Aujourd'hui, la 3D est très à la mode, mais je trouve qu'on n'a pas cette patte plus artistique que j'aime bien. Mais après, on fait de tout, hein, et tout est beau, donc ça c'est chouette. C'est vrai. Après, tu vois, c'est des cycles, hein, ça peut revenir, les dessins animés en 2D. Oui, mais c'est souvent ça. Il y a une mode, et puis après, on est nostalgique, donc on revient au passé. C'est ça. C'est des cycles, tout simplement. Ça. Moi, mon dessin animé préféré quand j'étais petite, c'était les Total Spice. Oh, mais c'est trop bien ça, oui. Ah, mais toi, tu parles de dessins animés à la télé? Oui. Ah, moi, c'était Pokémon. Ah, c'est vrai, Pokémon aussi. J'aime beaucoup Pokémon. Ouais. Mais les Total Spice, les Super Nana. Ah oui. Kim Possible. Ah oui, non, mais Kim Possible. On est d'accord. Bah oui. Non, c'est incroyable. À chaque fois, à chaque Halloween ou un truc, tu vois, tu te dis. Kim Possible. Moi, je me déguise. Ouais, Kim Possible, c'est facile. Un cargo kaki, un mini haut noir. Et puis c'est bon. Il n'y a plus qu'à prendre la perruque. C'est ça. C'est ça. Écoute, je te propose qu'on continue un tout petit peu plus haut. Fais pas peur, après tout, je suis quand même la championne de la... Corto, Shark, faites attention! Eh, mais il est pas bien, lui!
tournevis? Impossible. Le système de navigation est hors service. On va quand même pas laisser Patch couler. Je m'en charge. Là, on est sur la petite plateforme. Il y avait un monsieur qui se baignait là tout à l'heure. Donc, moi, j'ai envie d'aller me baigner, mais quand je vois les alentours, malheureusement, je me dis, c'est dommage. Je le rappelle encore, on le rappelle encore. Vous partez avec vos affaires, s'il vous plaît, merci. Parce qu'en plus, on ne sait jamais s'il y a des bouts de verre ou quoi, on peut se blesser aussi. C'est vrai. Enfin, voilà, c'est... C'est vrai. Et donc, on a parlé beaucoup de Pardon, excuse-moi. ton métier, C'est non, pas me t'inquiète, mettre- il n'y a pas de souci. Pas de souci. On a parlé beaucoup de ton métier parce que ça fait partie de ta vie, comme tu le dis, ça prend beaucoup de place. Oui. Mais tu m'as aussi parlé d'une aventure qui montre aussi un autre aspect de ta personnalité. Un peu dans l'aventure, j'imagine, parce que pour faire ça, il faut être courageux. Oui, oui. Donc, tu m'as Vraiment. parlé d'une tiny house. Est-ce Oui. que tu peux expliquer aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est le principe d'une tiny house, enfin, tout ce projet-là? La tiny house, c'est donc une maison en bois construite sur une remorque et donc qui est mobile, donc on l'a tractée. Et l'idée de ce projet, à l'époque, j'avais rencontré donc mon ancien compagnon et moi j'ai toujours eu une envie de voyage. Tout comme le dessin, j'ai eu envie de faire le tour du monde très tôt. Et donc c'était ambivalent parce qu'en même temps j'aime mon métier, mais je suis derrière un ordinateur enfermée toute la journée. Et j'avais qu'une seule envie à 25 ans, c'était de parcourir le monde et de pouvoir voyager. Donc, avec mon ancien compagnon, on s'est rencontrés pile poil à cette période de ma vie, où lui-même était dans le projet de construire une tiny house. C'était un projet, les tiny house n'étaient pas très connus en France à l'époque. On n'en parlait pas beaucoup. C'est initialement quelque chose qui est né aux États-Unis pour pouvoir loger des personnes en situation précaire, on va dire, qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins avec des maisons standards. Donc on s'est inspiré un peu de ce mode-là. Il y avait à l'époque un constructeur de tiny house qui commençait en Bretagne. Donc il est allé se former pour voilà, bien comprendre, parce qu'il n'était pas bricoleur du tout, et moi non plus. Moi, le seul meuble que j'avais construit, c'était le truc Ikea déjà en kit. Donc là, on se dit, on va construire une maison, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, et puis le projet a duré 2 ans de construction. 2 ans parce qu'on travaillait à côté. On n'était pas à temps plein dessus, on a aussi un petit peu voyagé. Et on voulait mettre en place des systèmes plutôt écologiques et respectueux de l'environnement. Donc on imaginait des systèmes qui n'existaient pas encore en France et on se disait est-ce que ça va fonctionner, etc. Donc il fallait attendre les pièces, il fallait tester, il fallait voir si ça marchait sur le long terme, des fois changer, enfin, voilà, tout recommencer. Donc ça a duré bien 2 ans. Et au bout de 2 ans, on a pris la route. L'idée c'était d'abord de faire un tour d'Europe et pour voir un petit peu de quoi on était capable avec ce projet, et puis de faire le tour du monde. C'était l'idée. Mais il y a eu le Covid. Donc on a fait principalement l'Espagne. On est allé en Espagne, on est allé en Suisse. Et au moment où on a voulu aller en Italie avec la maison, il y a eu le 2e confinement. Donc on a laissé la maison de côté et on a continué à voyager nous, mais avec le 4x4, parce qu'on avait un 4x4 aménagé, etc. Donc on a continué à voyager comme ça. Et comme le Covid devenait ça se durcissait, etc., on a juste décidé de voyager à l'ancienne. Donc la maison, on l'a placée dans un endroit chez des amis. En fait, ils nous ont accueillis. Et puis voilà, mais ça a été une très très belle aventure. L'idée, c'était vraiment de pouvoir voyager un peu avec son sac à dos sur le dos. Parce que moi, ce que j'avais vécu avant ça, depuis que j'étais arrivée en Hexagone, c'était de devoir déménager chaque année. Parce qu'à chaque fois, je bougeais, à chaque fois, j'étais très nomade finalement déjà, mais c'était épuisant de devoir emmener ses affaires. C'était une logistique qui était assez pénible. Donc la tiny house, moi, c'était le rêve, parce que je me suis dit, tu as ta maison et c'est comme un escargot, tu te balades avec ta maison. C'est un peu ça le principe finalement. Voilà. Ce projet, moi, je l'ai beaucoup aimé. Il a été très enrichissant parce que j'ai beaucoup appris sur moi, sur ma résilience, parce qu'il y avait des moments difficiles en termes de construction, ou même de se prendre aussi les remarques des autres. En mode, c'est quoi ce projet? Mais t'es complètement folle, mais ça va pas tenir, etc. Et donc,
Nous, on a une envie qui est un peu, peut-être un peu utopique, on est rêveur, etc. Mais on le fait. Et il faut naviguer entre les remarques et finalement, je trouve le pessimisme des autres. Oui, totalement. Et je pense que ça m'a permis de me dire, ok, dans la vie, il y a des gens qui vont venir te donner des conseils, mais c'est selon leur perspective, leurs peurs, leurs expériences, etc. Et tout n'est pas à prendre. Exactement. Moi, j'écoute les gens en général, ceux qui ont des conseils à me donner, je les écoute quand ils ont une vie auquel j'aspire. Ouais. Voilà. Si t'es papy René, 86 ans, t'as rien fait d'autre que d'être comptable et que tu me dis mon projet n'est pas réalisable, je te dirais d'accord papy, on en reparle quand c'est fini. Voilà. Oui. Non, mais c'est totalement ça ce que tu dis. Et puis je pense que là, pareil, moi je suis dans cette phase où j'ai envie de tester des trucs, mais mon entourage est en mode non, mais pourquoi tu veux faire ça? Faut pas trop t'exposer, les gens vont te juger. Enfin, tu vois, donc du coup, ça freine beaucoup. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, où en fait, on te dit t'es sûre. Et juste le fait qu'on te dit t'es sûre et pas, mais c'est génial, tu vois. Mais quand on te dit t'es sûre, là, tu dois, est-ce que je suis sûre? Tu vois. Donc c'est important ce que tu dis de le faire. Et puis toi, tu es l'exemple où tu l'as fait. Ça n'a pas fonctionné comme tu l'avais imaginé. Tout à fait. Mais tu en gardes une très bonne expérience. Et en fait, c'est ça, c'est que tant qu'on l'a pas fait, on sait pas. Donc autant le faire. Oui, et puis même si ça se passe pas toujours comme on l'avait imaginé, on gagne en expérience. Oui. J'ai tellement grandi avec cette aventure que on me demanderait de la refaire aujourd'hui, je la referais. Parce que je me dis, j'ai tellement appris sur des gens, j'ai tellement rencontré de personnes différentes, de différents milieux. Ça m'a aussi sorti de ma bulle de guyanaise aussi finalement. Parce que quand je suis allée en Hexagone, j'avais besoin de me retrouver avec mes pairs, des gens de Guyane, etc. Mais au bout d'un moment, j'ai eu aussi besoin de m'ouvrir à d'autres choses, donc à d'autres communautés, à d'autres manières de penser, etc. Et je trouve que c'est ce qui fait la richesse de quelqu'un, c'est aussi à travers ses expériences et à travers sa curiosité, quoi. Donc quand je reviens au pays, quand je suis revenue au pays il y a 2 ans, j'avais plein de bonnes idées, etc. J'ai été parfois un peu freinée par, on va dire, les gens qui n'osent pas. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas envie, mais je pense qu'ils n'osent pas, ils n'ont pas la vision, etc. Et aujourd'hui, de ce dont tu parles, là, de quand on parle de quelque chose avec enthousiasme et que ton entourage te dit « Ah, t'es sûr ?» et tout, j'avoue que ça me touche, tu vois. Donc on a eu beau partir 10 ans et se forger à autre chose, quand on est trop soumis aux peurs et aux hésitations, ça peut toucher aussi même les gens qui ont l'habitude de faire n'importe quoi. Oui, totalement. Tu te remets en question, tu as un petit moment de réflexion, alors que si tu avais vraiment écouté, si tu n'avais rien dit, tu l'aurais fait tout de suite, de cette façon. Et en fait, le fait que la personne te dise « Ouais, mais non, non, finalement, fais comme ça ». Là, tu te dis « Ouais, mais c'est pas comme ça que je voulais faire. » Mais si elle me dit ça, c'est peut-être que ma façon de faire, ça n'allait pas fonctionner. Enfin, tu vois, tout de suite. Après, moi, j'ai un cerveau aussi qui adore le stress. Il adore ça. Donc, voilà, je me bats contre la personne qui a ses pensées limitantes et contre moi-même à chaque fois. Et après, je pense pas être la seule dans ce cas, mais tu vois, il faut quand même se dépasser parce que pareil, hein, pour cette émission, on m'a dit, t'es sûre, je passe à la télé. C'est que les gens vont décortiquer chaque truc, etc. et tout. Si tu prends du poids, Mais après, je me suis dit, en vrai, j'ai envie de le faire parce que pour moi, il n'y a pas assez de visibilité sur les Guyanais et la Guyane. Donc, voilà, c'est une très bonne chose que tu l'aies fait, que tu te sois écoutée. Donc le message, c'est il faut s'écouter. Voilà. C'est important. Et toi, tu l'as fait avec cette tiny house. Qui sait, peut-être une tiny house en Guyane un jour. L'idée, c'était quand même sur les routes de Guyane, ce serait drôle. Parce que je me suis dit, il faut quand même que les gens puissent voir que ça existe. Et que, en plus, c'est fait coproduit par un Guyanaise, quoi. J'aurais été très fière que ça se fasse. Finalement, nos chemins se sont séparés. Moi, je suis rentrée. Et j'ai eu d'autres projets qui se sont mis en place, qui sont tout aussi bien. Et tout est parfait, il n'y a pas de regret. Exactement. Voilà. Ça s'est passé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça. Exactement. C'est beau, c'est beau. Écoute, on continue. Du coup, Yuna, tu nous as parlé de ton travail, de cette passion-là, la tiny house, cette aventure que tu as vécue et que tu m'as dit que tu as fait un livre dessus. Oui. Tu vois, c'est... En off, parfois, quand on marche, il y a des informations. Qui fuitent. Voilà. Donc, qui sait, on peut tomber un jour sur un livre écrit par Tiny toi. House Livingstone, du coup. Ok, d'accord.
Ok. écrit par donc Yuna Etuka et Jonathan Benabed. Ok. Coécrit. Waouh, incroyable. Mm. Voilà, tellement l'expérience a été forte. Vous avez documenté tout ça. En fait, c'est une période de vie où il y a 2 maisons d'édition qui nous ont contactés en même temps, Ah ouais. en nous disant qu'ils étaient intéressés par notre projet, qu'ils auraient souhaité qu'on en parle, etc. D'accord. Donc, on a fait le choix d'en prendre un. Mhm. Et puis on a écrit un peu l'aventure, on a surtout parlé de la construction parce que c'est vraiment quelque chose que les gens posaient beaucoup comme question. Bah oui. Donc il y a beaucoup de choses techniques un peu. Et puis après, on a un peu parlé des expériences qu'on a eues lors de notre voyage avec la maison, puisqu'on Ouais. a quand même un peu voyagé en France avec. Ouais. Et c'était drôle parce que du coup, on fait face à la réaction des autres, que ce Mhm. soit sur la route ou même une fois qu'on est posé, les gens qui viennent regarder, poser Mhm. des questions. Ouais, c'est chouette, c'était rigolo. C'était Ah vraiment, bah tu m'étonnes, ça attire l'œil, non, ça doit attirer les gens, Ah les oui, oui, questions, beaucoup. tout ça. énormément. Mais tu vois, c'est génial que tu aies pu documenter ça à travers un livre et qu'il y ait une trace en fait de, Oui, oui, de oui. cette expérience. Tu vois, comme là, l'interview, c'est une trace de cette étape dans ta vie où tu as accepté de faire une interview. Donc voilà, j'ai des petites questions que je pose à tous mes invités puisque l'interview touche à sa fin. Si quelqu'un qui vit en Guyane ne connaît pas du tout la Guyane et te dit, tu m'emmènes où? Tu peux l'emmener à un seul endroit, tu l'emmènes où? Un seul endroit? Un seul endroit. Et après, il retourne dans l'avion, il repart. Je pense que je l'emmènerai à Caux. À Caux. À Caux, oui. Ok. Tu aimes bien Caux? J'aime beaucoup Caux. Mm. J'aime bien le lieu, j'aime bien les endroits où il y a de l'eau. De toute façon, que Ok. ce soit la mer ou le Mhm. Rorota, voilà. Parce que je pense que pour le coup, il est vraiment immergé dans la faune et la flore guyanaise. Ouais, Et, c'est vrai. Et ça, je pense que pour quelqu'un qui n'a jamais pu être en forêt vraiment, pas primaire, parce qu'on n'aime pas à ce point-là, mais Oui. Caux, c'est vraiment un très bel endroit pour faire la découverte de la Guyane, je trouve. Ah oui, c'est une réserve naturelle, Oui. protégée et tout, machin. Il y a très beau coucher de soleil, très beau lever de soleil. Enfin, tout Ah est... oui, non, l'ambiance de Caux, c'est... Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'en Guyane, chaque commune a son ambiance, tu vois. Mm. Roura, il y a un côté très chill, très détente. Mhm. J'ai découvert récemment Tonnet-Grande. J'ai adoré C'est vrai. Tonnet-Grande. Ah, Je connais Montinéry. je connais pas trop là-bas. Mais tu vois, j'ai fait une interview avec Kéran, un jeune entrepreneur qui a plein d'ambitions, qui fait de super choses. Et en fait, il m'a emmenée là. J'étais jamais allée. J'ai adoré la vibe. Mm. J'ai adoré la vibe. J'avais pas l'impression d'être en Guyane. J'avais l'impression d'être autre part, dans un petit village. Ah, j'ai adoré. Et puis, tu vois, il y a vraiment chaque commune a son ambiance en Guyane. Et Pico, c'est vrai qu'il y a un côté très, j'ai l'impression très sacré pour moi, hein, parce que il y a ce côté où c'est protégé. Il y a ce paysage-là, tu le retrouves en Guyane. Enfin, Mm. et puis il y a des espèces, t'entends les singes hurleurs. Enfin voilà, pour moi, il y a un côté très waouh, quoi. On a Oui, cette oui. bulle de vraie nature, comme tu dis, un peu nature primaire, et on a accès à ça. Mm. C'est juste incroyable. Ah, Donc, mais ça, c'est chouette. ok, donc Co. Sans hésitation. Voilà. Et est-ce que si tu pouvais lui faire goûter une seule chose, Une seule chose. un plat, Un plat ou ça peut être aussi des fruits. comme des tu légumes. veux. C'est trop dur cette question. Bah oui, c'est dur, mais il n'y a pas de mauvaise réponse, tu vois. Ouais, je dirais le plat, je dirais. Ah, je sais pas, parce qu'il y a mon côté chauvin guyanais, mais il y a mon côté chauvin caligna aussi, donc je dirais. Ok, je te laisse deux. Pour toi, deux. Ok. Alors je dirais le bouillon d'Awara parce que c'est le produit de la Guyane. C'est vrai. Voilà, on ne retrouve pas ça aux Antilles, on ne retrouve pas ça ailleurs. mm, C'est le plat de chez nous. Mhm. Et je dirais aussi le cachilipo parce que le cachilipo c'est un plat typique. Et en tout cas chez les Kalignats, je m'avance pas pour les autres, mais chez les Kalignats, on mange ça. Depuis que je suis petite, j'aime ça et c'est au poulet ou au poisson. Mhm. Et voilà, culturellement ça vient de loin, donc Ouais. le cachilipo aussi. Ok, Parce que c'est un goût très particulier quand même et qu'on Oui. ne retrouve pas ailleurs. mais c'est très bon. Mhm. C'est très bon parce Tu connais? que oui, j'ai goûté une seule fois Ouais. parce que la femme de mon tonton est Kalina Mhm. et du coup elle a fait une fois, bon, elle a fait plusieurs fois, mais du coup j'ai eu l'occasion de goûter une seule fois et c'était super bon. Super bon, vraiment fait à l'ancienne. Voilà, donc ok, d'accord, donc ça. Et si tu pouvais voir la Yuna qui vient de fêter son 10e anniversaire, Oh, wow. tu la vois, tu lui dis quoi? Je lui dis qu'elle peut, franchement, elle peut avancer dans la vie sans stresser. Parce que
tout se finit toujours bien. Même dans les périodes peut-être les plus sombres où elle n'a pas l'impression de voir la lumière, je dirais que tout est juste et que l'univers est bon et que ça va finir par se décanter. Et que toutes les aventures auxquelles elle n'imagine même pas vivre un jour, eh ben, elle pourra les expérimenter un jour. Voilà, c'est vraiment... Elle va vivre d'aventure. Et ça, c'est cool parce que c'est toujours ce qu'elle a souhaité. Ah ben pour le coup, hein. C'est ça en fait. On a découvert différentes facettes de ta personnalité. Et c'est impressionnant. On est en Guyane, le soleil tape, mais il pleut. La pluie. Mais il pleut. Vous voyez sûrement pas les gouttes, mais il pleut là actuellement. Et c'est incroyable, tu vois. C'est un gros soleil, on a chaud depuis tout à l'heure, et puis là il pleut. Mais c'est bien, ça nous rafraîchit. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça. Et tu te dis, dans les parcs d'attractions, tu sais, ils mettent des endroits où il y a des brumisateurs, comme ça. Même, voilà, c'est naturel. C'est naturel. Il fait chaud et puis il y a de la brume. Écoute, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation dans l'émission. Merci à toi. Voilà, c'est important, comme je te disais, la représentation, parler des métiers qu'on n'a pas l'habitude d'entendre parler, surtout en Guyane, montrer qu'il y a une Guyanaise qui fait ça, que c'est possible, c'est réalisable, que tu le fais en Guyane en travaillant avec des gens à Paris. Enfin voilà, et on peut toujours faire appel à toi. Imaginons quelqu'un... Mes lunettes s'envolent sur le coup. Quelqu'un a un projet, il veut réaliser un dessin animé, une série d'animation sur le thème de la Guyane. Il peut te contacter. Tout à fait, en fonction de mes disponibilités bien sûr, mais moi je suis vraiment rentrée en Guyane avec l'idée d'apporter ce que j'ai aux Guyanais, ceux qui ont envie de connaître des nouvelles choses et voilà. Et donc, dès que j'ai des projets qui me touchent aussi, je n'hésite pas à dire oui, même si je ne sais pas comment ça va se faire ou si ce sera même possible. Ouais. Mais là, dernièrement, par exemple, ce n'est pas forcément pour un dessin animé, mais il y a une dame de Camopi qui m'a appelée pour venir faire une intervention à Camopi auprès des collégiens amérindiens du coup, qui sont sur place, et pourquoi pas réaliser une fresque. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que intervenir pour des enfants, moi j'aime les enfants, je fais des dessins animés, donc forcément j'aime les enfants. Pour faire une intervention auprès d'enfants, qui plus est, qui sont loin dans le pays, que dans une ville que je ne connais pas et que j'ai toujours eu envie de connaître, Camopi. Une ville, je ne sais pas si on peut dire, mais voilà. Et en plus, qu'ils soient natifs. C'est peut-être aussi leur apporter quelque chose qu'ils n'ont jamais vu, leur donner des idées, des rêves. Et ça, c'est vraiment important pour moi. Donc, je ne sais pas si ça va se faire. Peut-être l'année prochaine, on va croiser les doigts pour que ça se fasse. Mais écoute, j'espère. Voilà, j'espère que ça va se faire. Je suis allée à Camopi, j'ai adoré. C'est vrai, mais ça a l'air trop bien. Moi, j'ai vu des images et j'ai trop envie. Ouais, et puis le voyage, c'est marqué à vie dans mon sang. Parce que c'était une aventure, tu vas adorer. Toi qui aimes les aventures, tu vas adorer la pirogue là pendant 4-5 heures. C'est génial. Non, vraiment, nous on a eu de la chance. Je l'ai fait avec mes camarades de classe et avec mon prof, Monsieur Réserve d'ailleurs, à qui je pense très fort. Et il nous a donné cette opportunité et je trouvais ça magnifique. Donc j'espère que tu pourras le vivre. Écoute, on verra. Je vous tiendrai au courant. Et puis oui, pour ceux qui veulent me contacter pour des projets divers et variés, ça peut être des entreprises ou même des particuliers. En général, on me contacte par mon compte Instagram, Youmalou, qui est mon nom d'artiste. Où il y a mon numéro de téléphone qui circule aussi. Des fois, je sais pas, on m'appelle, je sais pas qui c'est. C'est du réseautage. Voilà. Donc, voilà, si vous voulez, c'est possible. Il y a une adresse mail, un compte Instagram, un numéro de téléphone professionnel. Voilà. Comment t'écris Youmalou, comme ça les gens pourront te retrouver? Y-U-M-A-L-U. Ok. Malou, c'est le coton en kalinga. Et You pour le début de mon prénom. Parce que comme je faisais dans le textile, je dis tout comme le coton. Voilà. On a assemblé les idées. C'est bien, c'est bien. Voilà. Écoute, merci encore. Merci. Et puis nous, on se retrouve pour un prochain épisode de Visage de Guyane. Au revoir. Au revoir.